Pourquoi il y a si peu de syndiqués dans les salariés de la tech ou de l'IT? C'est la question qu'on s'est posée durant un live, une libre antenne que j'ai donné sur ma chaîne YouTube. Cet épisode de podcast est un hors-série de Radio DevOps qui vient justement de ce live. Et c'est le deuxième épisode. Donc si t'as pas déjà écouté le premier épisode, je t'encourage à aller voir le premier, enfin plutôt aller écouter le premier épisode et ensuite d'écouter celui-là, puisque le live il a duré 3h30 et je l'ai découpé en plusieurs épisodes. Et ce que tu t'apprêtes à écouter, c'est la deuxième partie de ce live, celle où on essaye d'analyser justement de pourquoi il y a si peu de personnes syndiquées dans l'IT. Alors, moi, je te laisse à ce hors-série et je te dis à très vite pour la troisième et dernière partie du podcast hors-série sur le syndicalisme. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti! Moi, je vous propose qu'on parle de l'absence de syndiqués dans les salariés de l'IT, qui est un vrai sujet, parce qu'une fois qu'on a démystifié un peu les syndicats, on peut se poser des questions. Et tiens, pourquoi est-ce que on a si peu de syndiqués? Alors, j'ai pas les chiffres, j'ai mal fait mon travail, mais je pense qu'on a encore moins de syndiqués que d'autres. 2%. 2%, merci. 2%, c'est pas beaucoup. Après, c'est des chiffres au doigt mouillé. Je crois que c'est j'ai dû entendre ça de notre précédent secrétaire. 2% dans l'IT, 12% dans la fonction publique et 8% dans la fonction privée. Pas dans le monde privé, quoi. Ça fait pas beaucoup. De toute façon, de manière générale, je crois que dans la société française, on a vu une baisse du syndicalisme. Et justement, ça me fait penser à remettre un message que je voulais mettre tout à l'heure. Un message de Nida à ce sujet-là, peut-être qu'il va nous aider à lancer le sujet. Alors, il y a tellement de messages. Il y a tellement de messages. Le temps que je le retrouve, je vous laisse discuter. Sur ce sujet-là, effectivement, un des défauts, parce que le système syndical français est dans chaque pays, il a ses particularités et nous on fait pas défaut. Notre système syndical est un petit peu ventilé. Je trouve que il se trouve que l'actualité, effectivement, elle est pas terrible, mais l'activité purement syndicale internationale, probablement vous avez entendu parler des mouvements de grève qu'il y a aux USA. Dans le monde du cinéma, dans le secteur d'Hollywood et dans l'automobile. Ça a été l'occasion de découvrir pour beaucoup de gens que aux États-Unis ça fonctionne pas du tout comme de la même manière que chez nous les syndicats. Donc il y a des choses intéressantes à prendre là-bas, il y a des choses intéressantes chez nous. Les systèmes idéaux n'existent pas et sont souvent le résultant d'une longue histoire. C'est pareil, je devais rechercher ces chiffres et j'ai été pris de court, mais contrairement à ce qu'on peut croire, les Français sont pas les plus grands nombres de grévistes du monde. On a des pays qui ont des activités de grève bien plus intenses que nous, mais voilà, il y a un problème dans la perception qui fait que on a un biais, quoi. Ah oui, Bandcamp, effectivement, vient de virer la moitié de son staff. Donc Bandcamp, sauf erreur, moi je suis un grand fan de cette entreprise, en tout cas de leur service et de leur approche de rémunérer les artistes qui les rejoignent. Bandcamp a été racheté par, je me trompe de studio jeux vidéo. Fortnite, c'est qui déjà? C'est Epic, non? Je crois que c'est Epic, hein. Voilà, donc c'est Epic et en fait il y a eu un vrai collectif qui s'est créé au sein de chez Bandcamp. Ils ont créé leur syndicat et Bandcamp officiellement aujourd'hui a un syndicat et on va avoir au sein de la boîte pour en tout cas ceux qui survivent. Donc là j'ai pas suivi sur les derniers épisodes où ils ont viré du monde, mais il y a une vraie lutte qui s'organise chez Bandcamp justement pour conserver, parce que pour celles et ceux qui connaissent pas Bandcamp, c'est une boîte qui va proposer un modèle économique pour partager de la musique, vendre des goodies pour des artistes principalement autour de la musique, et qui s'engage à reverser entre 80 et 80% du chiffre d'affaires de la somme que les clients versent, quoi. Donc il y a vraiment une approche ultra intéressante et Epic s'est mis là-dedans, un syndicat s'est créé. Donc moi qui aime beaucoup le modèle Bandcamp, je serais triste de voir l'entreprise être dénaturée, voire carrément de la voir disparaître.
Mais voilà, on a effectivement des choses qui bougent et on n'a pas forcément toujours, on n'a pas cette même vision en France des mouvements syndicaux à l'étranger que par rapport à ce qu'on a chez nous, quoi. Ouais, je me retiens très fort de pas parler de la grève au cinéma parce que bon, voilà, je la suis de très 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 près. Mais bon, c'est pas le sujet, mais en effet, Non, il y mais a des celle choses d'automobile, intéressantes. tu vois, elle cartonne. Là, il y a chez GM, ils ont réussi à décrocher, je crois, des augmentations de salaire de 25%. C'est Oui. en l'espace de quelques semaines, mais parce que voilà, le fonctionnement est pas du tout le même. Et Ça fait plusieurs mois quand même qu'ils étaient en grève Oui, aux États-Unis. pas dans l'automobile. La grève a Oui. commencé il y a quelques semaines seulement. Le Hollywood, c'est plus long, ouais. Ouais, Mais Hollywood, c'est très sur long. l'automobile, c'est allé très très vite. Mais encore, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'Hollywood, on est sur des process industriels qui sont quand même beaucoup plus dématérialisés et qui de fait sont plus difficilement arrêtables. Fabriquer des bagnoles, il faut une usine, hein. Si t'arrêtes l'usine, tu fabriques pas de bagnoles et il va vite falloir venir à la table des négos. Et une chaîne, il n'y a pas besoin en fait de faire beaucoup d'efforts pour arrêter la chaîne. Il suffit qu'à certains endroits on n'ait pas les bonnes pièces qui soient arrivées. Il suffit qu'une machine s'arrête. Enfin, on a la possibilité vraiment d'avoir un impact ultra fort dans ces milieux où le monde physique est encore ultra présent, quoi. En fait, ce qu'il faut, si tu veux faire une grève qui soit efficace, c'est bloquer l'appareil productif, quelle que soit la manière que c'est. Et c'est vrai que j'en parle régulièrement avec mon associé. Nous, quand on travaille dans le cloud, bloquer l'appareil productif, ça pourrait passer par arrêter les serveurs, sauf qu'en fait, on n'a pas le droit parce que ce serait du sabotage de notre côté. Et comme nous, on Oui, travaille dans le sabotage est illégal en France. Ouais. Et comme on travaille dans l'automatisation, on s'auto-sabote nos moyens de grève parce que si on n'est pas là, mais que l'automatisation elle fonctionne bien, ça se voit pas. Bon, après, s'il y a des incidents et qu'on n'est pas là pour les régler, ça se voit. Mais bon. J'ai retrouvé le message de Nida tout à l'heure, je vais me permettre de le lire. Donc c'est au début du live, Nida nous disait, elle se demandait si l'explosion des ESN n'a pas cassé la syndicalisation, puisque avant l'informaticien était salarié d'une entreprise. Et je voudrais bien qu'on parle de ça, parce que ça me paraît intéressant comme idée, savoir si les ESN, parce qu'on a plusieurs points justement en rapport avec les ESN, si les ESN n'est pas un frein pour le syndicalisme dans l'IT. Bah, carrément. On parle d'individualisme tout à l'heure, le SN, clairement, c'est ça, quoi. C'est déjà, il y a deux aspects. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a réussi à industrialiser de la capacité intellectuelle. Et en fait, le SN, c'est quoi? Ça va être l'entreprise de travail temporaire qu'on connaît dans l'industrie. Je rappelle qu'au départ, donc je dis des bêtises de tête, ça doit être les années 80, peut-être 70, les entreprises de travail temporaire étaient tout simplement illégales en France et il a fallu modifier le droit du travail pour permettre aux entreprises de travail temporaire de proposer leurs services en France. Donc on vient d'une histoire où ce modèle-là était tout simplement hors la loi. Et donc les ESN proposent quoi? Et finalement de mettre à dispo des individualités pour pouvoir traiter des sujets. Alors effectivement, chez certains clients, c'est par grande quantité, mais d'une manière générale, c'est ça, c'est d'avoir en fait un salarié qui va être détaché de son environnement professionnel, qui va avoir des collègues, mais avec lesquels il n'aura pas de légitimité à revendiquer des choses et des fonctionnements, parce que son employeur va pas être le même que celui de ses collègues. Donc on a vraiment une démarche d'éclater et d'individualiser au maximum les personnes et de les isoler au plus possible. Alors, est-ce que c'était pareil, la poule ou l'œuf? Est-ce que c'était l'idée de départ et que du coup on récupère les effets secondaires, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est pas tellement sujet. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, clairement, monter une activité syndicale dans une ESN, c'est ultra compliqué, quoi. Bah clairement. Et puis, tu le disais, dans une ESN, souvent, on est envoyé en prestation chez le client. Moi, ça a été le cas. J'étais envoyé en prestation chez un client. J'ai changé de métier. J'ai dû faire des heures supplémentaires pour compenser le manque de formation, etc. Ces heures supplémentaires, je l'ai demandé à mon employeur qui voulait pas me les payer parce que, soi-disant, le client les payait pas ou les reconnaissait pas. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Le truc, c'est que tu es employé d'une entreprise et tu travailles dans une autre entreprise, tes collègues, c'est pas tes collègues, tes vrais collègues. Moi, pendant 8 ans, j'ai travaillé chez Casino en prestation. Mes collègues, je me sentais plus proche des gens de chez Casino que des gens qui étaient de mon entreprise. Mais pourtant,
j'étais pas employé casino, donc du coup, est-ce que je pouvais aller voir les personnes syndicales de casino ou les miennes? Enfin, les ESN, elles, dans ce mode de fonctionnement-là, elles nous aident pas à faire corps dans notre entreprise. Et donc, Et c'est vrai que c'est pas leur but non plus, hein. c'est pas leur C'est, but non plus. en fait, c'est tout à leur intérêt, le fait que ce soit extrêmement individualisé et qu'on maintienne une forme d'individualisme d'une façon générale dans le métier, parce que en fait, ce qui est dangereux, c'est quand t'as plusieurs personnes qui commencent à vouloir se battre pour corriger les problèmes, quoi. Alors qu'une seule personne, c'est beaucoup plus facile de soit la pousser à la démission, soit s'arranger pour qu'elle se taise ou la changer de mission, etc. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça que d'avoir des personnes qui ont construit un collectif et qui ont décidé de défendre leurs droits ensemble, quoi. Tout à fait. Alors Laurent nous dit, alors je pense qu'il troll, hein, mais on parle des anciennes SS2I, pas des ESN. Moi, j'ai tendance à penser que c'est comme tout, hein, quand il y a un rebranding, c'est que tu cherches à faire oublier des trucs, mais c'est pas pour ça que ça a disparu. Ça fonctionne très bien pour les partis politiques aussi. Oui, tout à fait. Étonnamment. Tout à fait. Tout à fait. On a une remarque de Nida qui mérite en tout cas sur laquelle moi j'aimerais bien rebondir. Oui. Et parce que c'est un sujet qui effectivement commence à se partager là où on avait, et c'est un des points qu'on avait utilisé, c'est que on a l'industrie de l'informatique a pendant longtemps effectivement vécu avec une masse très importante et majoritaire de gens passionnés. Et là-dessus, moi je plaide coupable, hein. Je travaille dans la mécanique, donc je suis un technicien passionné, j'ai toujours été passionné par la mécanique. Je trouve dans l'informatique un intérêt technique encore plus élevé, parce que justement cette dématérialisation, et je crois que c'est pas Nida qui me dirait le contraire, cette dématérialisation te permet d'expérimenter une quantité colossale, voire infinie, tout simplement, de techniques, de techno, de méthodes. Moi, dans l'automobile, si j'avais envie de m'intéresser en fait à la motorisation Volvo qu'il y avait sur les derniers camions, il fallait que je travaille dans une entreprise qui ait ces camions et que mon employeur me laisse le temps pour pouvoir travailler dessus, et que c'est pas fait pour, c'est un outil de travail, ça doit fonctionner, etc., etc. Là où aujourd'hui dans l'informatique, voilà, si tu t'intéresses à tel ou tel techno, tel ou tel framework ou tel ou tel même hardware aujourd'hui, hein, on a du hardware très très accessible qui tombe de partout et qui permet ça. Donc moi je plaide coupable, hein, d'être tombé dans l'informatique par facilité justement à l'accès à cette techno et à pouvoir réussir à combiner une passion avec un métier. Mais je suis pas sûr que ça soit en fait je suis pas sûr en fait que ça soit le vrai revirement. En fait, je pense que c'est peut-être même la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des salariés qui maintenant prennent un peu plus de distance avec leur passion et leur métier, et s'intéressent plus à leur métier, et ont envie tout simplement d'avoir un métier dans lequel ça se passe bien, ils font des choses intéressantes, ils avancent, mais de pas y passer leur vie et leur week-end. Je pense justement ça permet d'assainir et de mettre fin à un certain nombre de pratiques. Et là-dessus, probablement certaines entreprises se retrouvent dans cette situation de se dire ça alors, tu veux que je te paye pour aller à une conférence, tu veux aller à un meet-up sur ton temps de travail, ça joue pas en fait, on n'a jamais fait ça quoi. Donc on a le droit aussi de se dire moi je veux bien faire cet effort de me déplacer, d'aller parler pour l'entreprise, en tout cas de représenter l'entreprise dans des endroits où on va être nombreux dans ce cas-là. Mais effectivement, jusqu'à avant, les gens se posaient pas de questions et trouvaient que c'était un vrai avantage et le prenaient en tant que tel. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça effectivement qui est aussi en train de changer. Ouais, alors justement, je voudrais poursuivre là-dessus parce que je sais que je suis pas d'accord avec plein de gens. Alors moi, je suis quelqu'un qui suis passionné, qui suis devenu passionné par mon métier. Avant, je le faisais de manière alimentaire parce que j'étais juste doué. Quand je suis devenu freelance, je me suis vraiment passionné pour mon métier. Et je sais que dans l'écosystème des freelances, il y a des gens qui estiment que c'est un métier passion et que pour y arriver, il faut donner de son corps, il faut apprendre. Et apprendre, ça passe par apprendre en dehors de ses heures de travail. Je suis assez partagé là-dessus. J'ai tendance à croire que si tu dois apprendre des choses pour ton travail qui servent principalement à ton entreprise, tu dois le faire sur ton temps de travail et tu dois le prendre sur ton temps de travail. Par contre,
peut-être que si tu vas apprendre des trucs qui n'ont aucun lien avec ton travail actuel, mais que tu as envie d'apprendre le nouveau framework à la mode parce que tu penses que ça peut t'aider dans ta carrière, là, peut-être que tu peux le faire sur tes heures personnelles, comme tu apprendrais à jouer au tennis, tu vois. Mais j'ai envie de t'encourager, si tu dois apprendre des choses qui vont te servir principalement dans ton boulot, de manière générale, c'est sur ton temps de travail. Moi, je refais le parallèle avec ma précédente carrière hein, dans la mécanique. De toute façon, j'avais pas le choix. Hein. Alors, on avait une petite frange de collègues qui faisaient, comme on dit, du travail au noir, qui avaient du matériel chez eux et qui pouvaient faire de la mécanique pour des proches, pour des amis. Et il y avait un double côté où d'un côté, la personne se faisait un petit peu d'argent de poche et de l'autre, elle pratiquait un peu plus que les autres. Mais dans nos métiers qui ont un historique beaucoup plus vieux, enfin dans le métier de la mécanique qui existe depuis une centaine d'années, hein, donc on a quand même un peu plus de recul là-dessus. À aucun moment ça nous serait venu à l'idée de se dire on veut recruter un mécano qui a un pont dans sa cave et qui bidouille le week-end. Alors que c'est des choses qui sont encore ultra actuelles dans la tech, qui est de se dire le mec, si la personne a pas de GitLab ou de GitHub, si la personne n'a pas fait de conf, on n'en veut pas et pas assez passionné quoi. Et donc moi je viens d'une industrie dans laquelle où effectivement les gars qui bidouillent chez eux, on est content, on les apprécie, mais je dirais ça c'est pas un prérequis quoi. Donc c'est quelque chose qui est accepté. Cette transition-là, elle a été faite ailleurs, quoi. J'irais même plus loin que ça, c'est que maintenant, des entreprises qui acceptent de financer des formations techniques, en fait, il y en a pas tant que ça. Hein. Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise où il y a des possibilités. Alors, c'est pas, tu vas pas forcément avoir toutes les formations que tu veux, hein, mais qu'on soit bien d'accord. Mais en vrai, il y a possibilité d'avoir des formations actuellement, mais c'est vrai que par contre, là où j'étais passée avant, si tu voulais une formation pour être plus entre guillemets vendable facilement pour les clients, si c'était pas un client qui te la finançait, tu pouvais toujours l'être gratté quoi. Ouais, il y a un côté, je vais encore refaire mon parallèle avec mon ancienne vie, mais dans l'automobile, effectivement, tu étais étiqueté avec la marque ou les marques avec lesquelles tu avais bossé, et à aucun moment c'était évident pour les employeurs de dire j'embauche un mécano Renault, moi je suis Peugeot, évidemment il va falloir que je l'envoie en formation pour qu'il comprenne le fonctionnement, les technos qu'on utilise, les particularités parce qu'elles sont nombreuses et évident. Et aujourd'hui, et dans la tech, à l'inverse, on a vécu là-dedans en se disant non, ça va, il se débrouillera, ils sont suffisamment passionnés et comme tout est accessible, ou en tout cas la partie, tout ce qui touche à de l'open source est ultra accessible, donc on n'a pas besoin tellement de s'en occuper et on se retrouve dans des boîtes où en effet on fait finalement beaucoup moins de formation qu'on peut le faire dans plein d'autres métiers quoi. Alors que la justification elle est pas technique, c'est juste que on avait l'habitude que les gens étaient passionnés quoi. Oui, alors justement, je vais afficher un commentaire de Nida. Elle dit qu'elle se fait avoir avec sa passion par les employeurs qu'elle a eus parce que en fait sa veille perso est vue comme du taf par son employeur et ça devient de plus en plus pesant. Et là où justement j'ai un point, c'est que tout ce travail qui est fait en dehors du temps de travail payé par l'employeur qui va servir l'entreprise, finalement, c'est de la plus-value que va dégager l'entreprise, donc du bénéfice à la fin. Et ce bénéfice-là, il va pas se retrouver dans le salaire, hein. Il va se retrouver dans les dividendes ou dans autre chose. Et je voudrais faire un parallèle avec un des secteurs de la tech dont on parle pas parce je pense qu'on n'en est pas, mais qui est le jeu vidéo. Moi, je sais que j'ai des copains qui sont dans le jeu vidéo et là la passion elle est telle parce que c'est tous des joueurs qu'ils travaillent, ils font des horaires pas possibles et c'est pas juste pour la veille ou l'auto-formation, c'est vraiment pour du taf et ça épuise les gens dans le jeu vidéo. Enfin on entend tous parler, je crois, c'est les périodes de crunch. Ouais, les périodes de crunch et autres, mais ce que je veux dire c'est que si on fait pas quelque chose, à un moment donné on va juste se faire écraser par les entreprises et on va juste être lessivé et on va même plus être capable de travailler. À un moment donné, il faut se sauvegarder aussi. Ouais, moi j'ai vu passer, par contre j'ai perdu le nom du studio, mais j'ai vu qu'il y a des petits studios maintenant qui se revendiquent vraiment anti-crunch, en mode on veut prendre le temps de faire les choses bien et pas d'épuiser les gens quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Par contre j'ai
plus le nom du studio en tête, je suis désolée. Je pense que c'est un studio indépendant. Parce que dans mon souvenir, c'était vraiment pas un gros truc, quoi. Mais par contre, j'avais trouvé que ça vraiment chouette parce que je pense que ça peut-être vraiment. Excusez-moi, il y a mon chat qui est en train d'essayer de mâchouiller des câbles. Tu arrêtes. Bah, je rebondis du coup. Non mais Artifice, c'est pas Ubisoft. Cherche pas. Mais je pense que non, c'est pas Ubisoft qui est anti-crunch malheureusement. Non, ça se calme un peu. Bah, ouais, si vous n'avez pas suivi l'actu autour d'Ubisoft, vous pouvez retrouver facilement les événements de la semaine passée où effectivement Solidaire fait partie. Solidaire Informatique, on a une branche. On est la branche jeux vidéo aussi. Et même si le taux de syndicalisation est peut-être encore plus faible dans le jeu vidéo, il y a des choses qui bougent et des choses qui avancent aussi de ce côté-là, quoi. Alors, est-ce que justement, c'est pas facile de changer de boîte quand on est dans la tech, et est-ce que justement, quand ça se passe mal, en fait, c'est pas plus simple de changer de boîte que d'essayer de les faire changer par l'intérieur, et donc de se syndiquer? Est-ce que ça, c'est pas une piste qui fait que y a une absence de syndiqués dans nos métiers? Ouais, on l'avait évoqué au début, mais clairement, ouais. On paye ça, quoi. On paye ça aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, le revirement, il est que on commence à avoir un peu plus de retour et d'expérience. Et le côté herbe toujours plus verte à l'extérieur est quand même assez démystifié. Et ce qui permet de se dire, bon, bah ouais, si je m'en vais pas, il faut que je m'organise pour que ça change là où je suis, quoi. Eh ben ouais, moi j'ai beaucoup vu aussi en étant passé par une ESN où l'idée c'était ça se passe pas bien là-bas, c'est pas grave, je change de ESN. De toute façon, j'en ai 15 par jour qui me contactent sur LinkedIn, donc j'ai pas de problème pour retrouver un boulot, c'est la même merde d'ailleurs, mais c'est pas grave, je rechangerai. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu des gens qui vraiment se disent qu'ils s'en foutent et que ça vaut pas le coup parce que de toute façon ils sont là pour max un an et demi voire 2 ans et que dès qu'ils commencent à avoir des problèmes ils se barrent, quoi. Ils ont pas l'envie de rester à un endroit et d'aller voir ils préfèrent aller voir si l'herbe est verte pareil ailleurs, quoi. Justement, on parle de ESN, mais en fait moi ce qui me fait croire que les ESN, c'est pas des boîtes où en fait elles ont pas un métier, contrairement à d'autres boîtes. Je sais pas, je vais prendre un exemple. On parlait d'Ubisoft. Ubisoft, son métier, c'est d'éditer du jeu vidéo. C'est pas de fournir de la main d'œuvre à d'autres. Et je me demande si justement les ESN, comme il n'y a pas de métier, il n'y a pas d'identification du salarié, est-ce que justement c'est pas facile pour nous de changer de boîte et de partir? Et je me demande si le fait d'avoir autant de ESN, on en parlait justement au tout début, est-ce que c'est pas vraiment un vrai problème, ce truc-là? Je voudrais ajouter un autre truc qui, à mon avis, en rapport avec le fait de pouvoir changer de boîte facilement. On est dans des métiers où nos salaires sont plutôt élevés. Et est-ce que le fait d'être bien payé, ça nous fait pas dire que, ok, je suis très bien payé, j'ai quelques problèmes. Je vois Laurent qui dit dans le chat qu'il a appris des trucs sur son temps libre, que ça lui fait plaisir. Ce genre de trucs, on les laisse passer parce que justement, on est bien payé. Est-ce que ça participe pas justement à ça? Moi, clairement, je suis arrivé dans l'informatique, j'ai perdu, je l'ai pas fait pour l'argent. J'ai changé de statut, j'ai changé de niveau de responsabilité et j'ai coupé mon salaire en deux. Donc du coup, ça permet de redevenir débutant à 40 ans, ça permet de reprendre effectivement connexion avec les problèmes que peuvent trouver des débutants qui sortent d'études mais qui n'ont pas les mêmes contraintes. Et du coup sont peut-être prêts à accepter plein de choses parce qu'ils ont plus de temps, moins de contraintes personnelles, familiales, etc. Et quand tu le fais à 40 ans, c'est quand même pas la même tisane, quoi. Donc sans doute que l'argent joue. On sait qu'effectivement sur les piquets de grève, quand tu croises des personnes qui font du ménage dans des entreprises avec des salaires de misère, moi j'ai croisé des personnes qui bossaient du coup pour des EHPAD, pour du soin de personnes âgées. On sait que tout ce qui est métier du soin, c'est juste catastrophique. Donc ça permet de relativiser sa position dans la société au sens large, en se disant effectivement peut-être que moi je trouve que je suis pas bien et pas assez payé, mais on se rend compte qu'il y a vraiment des branches professionnelles dans lesquelles c'est encore pire que ça, et ça participe à du coup à acheter du confort, quoi. Et effectivement le confort, on peut avoir plein de valeurs, plein de choses,
de renoncer à un certain confort, c'est toujours une vraie difficulté. En ce sens, avoir des rémunérations qui permettent d'avoir un bon niveau de confort au quotidien, c'est effectivement un petit, je cherchais le mot, pas antalgique, mais un petit somnifère, quoi. Ça t'endort un petit peu. Bah, il y a ça, mais pour moi, ça fait pas tout en fait, parce que effectivement on est bien payé, mais à côté de ça on a des problèmes qui existent, et c'est pas parce qu'on est bien payé qu'il faut fermer les yeux sur ces problèmes-là, quoi. En fait, moi quand j'ai une salariée qui vient me voir en pleurs parce que son client elle s'est fait virer de mission parce que son client lui a fait du harcèlement sexuel et qu'elle a dit non, si tu veux, moi ça me donne pas très envie de fermer les yeux, quoi. Peu importe le salaire que t'as, pour moi ça reste des comportements inadmissibles, et pourtant c'est des comportements qui existent beaucoup dans la prestation, notamment dans la prestation, ça existe énormément en fait. Les problèmes de troubles musculo-squelettiques, moi j'ai 32 ans, aujourd'hui j'ai des douleurs dans la main, là le froid commence à arriver, mes mains se tétanisent et je peux à peine les bouger parce que j'ai détruit mes mains sur des outils de travail peu adaptés en travaillant trop dans des mauvaises conditions. Alors effectivement, je suis bien mieux payée que plein de gens, mais à côté de ça, pour moi, c'est pas parce qu'on est très bien payé et qu'effectivement, comme tu dis, ça fait un effet anesthésiant, et où on se dit, il y a plein de métiers où c'est largement pire, hein. Très clairement, je fais pas la fine bouche pour ça en fait. Mais moi, quand j'ai commencé à avoir des problèmes aux mains et que mon employeur m'a dit, je peux rien faire pour toi, va crever, grosso modo. Ils l'ont pas dit comme ça, ils l'ont dit avec un peu plus de vernis, mais grosso modo c'était l'idée. En fait, ça reste des problèmes qui existent dans nos métiers parce qu'on a des conditions de travail qui même si elles sont bien meilleures qu'à d'autres endroits, c'est des conditions de travail qui nous détruisent malgré tout à petit feu en fait. Et je suis loin d'être la seule à être concernée. Tout à l'heure je parlais burn-out, santé mentale, ça aussi c'est une vraie maladie qui se développe dans nos métiers et qui sont dues aux pressions qu'on a et aux sous-effectifs et au manque de moyens qu'on a aussi, quoi. Est-ce que, justement, comme tu étais super bien payé et que tu avais de mauvais outils de travail, est-ce que tu n'as pas été tenté d'acheter tes propres outils de travail pour... J'ai acheté mes propres outils de travail pour essayer d'aller mieux. Ça m'a pas aidé. C'est comme si... ouais, vas-y. D'ailleurs, j'ai une anecdote très drôle à ce sujet, qui est vraiment une bricole, mais c'est vraiment pour la blague. J'ai réussi à bloquer ma carte bleue parce que ma banque... En fait, j'ai testé... À une période, je cherchais les souris ergonomiques qui me conviennent. Et j'en ai renvoyé, je pense, une trentaine. J'en ai acheté et renvoyé une trentaine sur Amazon parce que c'était le seul endroit où il y avait suffisamment de modèles. Parce que de base, je déteste acheter sur Amazon. Et en fait, ma banque, ils ont cru qu'il y avait de la fraude sur ma carte et du coup, ils l'ont bloqué. Donc ne faites pas ça, ou prévenez votre banque. Là, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'achat des outils de travail, mais ça aussi c'est un truc quand tu croises un petit peu, quand tu partages un peu les expériences dans d'autres métiers. Moi, je l'ai connu dans le dépannage. Les dépanneurs se faisaient leur propre caisse à outils, mais ça restait très anecdotique là où dans l'IT c'est ultra courant et il suffit de faire un tour en open space pour regarder un petit peu des claviers, des souris, des choses comme ça et se rendre compte à quel point effectivement les collègues peuvent investir là-dedans et oui, quand tu croises en formation d'autres salariés d'autres milieux, quand tu leur expliques que tu trouves ça trop bien d'avoir pu t'acheter un nouveau clavier pour ton travail, on te regarde vraiment comme un extraterrestre, on dit mais il y a un problème là, c'est un outil de travail en fait, c'est pas à toi d'acheter ton outil de travail en fait. C'est comme si tu avais par exemple quelqu'un du BTP où tu lui disais va acheter ton casque de protection quoi et tes chaussures de sécurité toi-même. Et surtout, je te les rembourse pas, quoi. Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens qu'on a, nous. Ce qui revient au fait, à nouveau, on est bien payé, donc il n'y a pas de problème. Je voudrais vous lire quelques messages dans le chat, parce que je trouve que c'est vachement bien, ça va nous faire une transition sur un autre point. Donc déjà, il y a Xark qui nous demande, donc à vous entendre, au lieu de partir, il faut se syndiquer. Alors moi, j'ai envie de répondre à Xark, ça dépend déjà de ce que tu veux et de l'entreprise dans laquelle tu es. Il y a des gens qui ont envie de rester dans leurs entreprises, par exemple, qui sont pas en ESN et qui aiment leur entreprise, mais où ça se passe pas forcément bien et qui ont envie de rester. Donc,
Oui, mais tu peux aussi faire les deux. Tu peux partir et te syndiquer. On en À viendra savoir que quand vous êtes syndiqué, je fais juste une micro-parenthèse là, quand vous êtes syndiqué à un syndicat, en fait, si vous changez d'entreprise, bah enfin ça change, vous n'êtes pas obligé de changer de syndicat quoi. Il faut juste prévenir le syndicat qui vous change la ligne pour savoir dans quelle boîte vous êtes, pour les effectifs des sections et c'est tout quoi. C'est globalement ça change rien. Exact. Et il y a Laurent, alors je vais pas afficher tous les messages de Laurent, mais il nous expliquait qu'il se formait sur son temps perso et que donc il en profitait, mais surtout, alors il a monté en compétences et il l'a valorisé en changeant de boîte. Alors justement, je trouve que c'est l'exemple même de ce qui est dommage, c'est que alors je sais pas si il a tenté de valoriser ça dans sa boîte où il était avant, mais c'est dommage que la boîte dans laquelle tu étais, où tu as appris toutes ces choses-là, tu n'aies pas pu le valoriser dans ta boîte, parce que finalement, tu es obligé de changer de boîte pour valoriser tes nouvelles compétences que tu as appris sur ton temps personnel. Et ça, je trouve ça vraiment dommage sur ce point-là, ce qui est en rapport avec le fait que c'est facile de changer de boîte. Et moi, justement, je voudrais amener un point sur la table, parce qu'on parle de formation. Alors, il y a beaucoup de messages sur l'auto-formation, la formation et tout. On a beaucoup d'hommes dans le chat. Et le fait de pouvoir se former sur son temps personnel jusqu'à point d'heure en étant un homme, c'est quand même pratique. Et c'est facile, parce qu'en plus, on a un métier masculin. J'ai fait un autre live justement là-dessus. Et bon, je veux pas la ramener, mais si on peut le faire, c'est peut-être parce que les compagnes, elles peuvent s'occuper des tâches ménagères ou des enfants. Je pense clairement que moi, ma compagne, quand je fais des lives, bon, alors moi je vis tout seul pour l'instant, mais quand je serai avec elle, quand je ferai des lives, bah, elle va s'occuper de ma belle-fille. Mais je vais pas passer mes soirées à faire ça parce que sinon, juste, je pourrais pas me regarder dans une glace. Ou alors, on se rend pas compte peut-être de ces choses-là. Qu'est-ce que ça vous évoque à tous les deux et je vais commencer par Lilou. Tu dis ça parce que j'ai sorti le drapeau féministe derrière hein. Bon, je dis ça parce que peut-être t'es concerné, je sais pas. Alors je n'ai pas d'enfant, je ne prévois pas d'en avoir. C'est même tout l'inverse, je prévois de faire en sorte que la boîte à bébé ne fonctionne jamais de façon définitive. Mais grosso modo, oui, il y a très clairement... moi j'avais eu une conférence d'un collègue parce que dans ma boîte chez Bedrock il y a un truc qui s'appelle le Bedrock Day et grosso modo on peut partager plein de choses que ce soit technique ou pas et il partageait je sais plus le titre exact de sa conférence mais grosso modo l'idée c'était qu'il expliquait comment est-ce qu'il organisait ses journées et en fait moi au cours de ces journées j'étais en train de me dire mais comment est-ce qu'il prend le temps de s'occuper de ses enfants en fait parce qu'il faisait énormément de choses dans ses journées. De s'occuper de ses en enfants, gros, du ménage, de faire la nourriture aussi. mais en fait, toute la logistique qui est associée aux enfants, tout ça, il faut bien que quelqu'un s'en occupe parce que surtout quand ils sont très jeunes, en fait, ça demande du temps et donc du coup, je me dis que sa compagne a dû prendre cher sur ces périodes-là, se taper toute la pression mentale de son foyer et tout. En fait, je trouve pas ça vraiment ouf. En fait, moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut vraiment équilibrer les tâches, mais les équilibrer pour de vrai. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a le linge à laver, c'est pas à la femme du couple de dire à son mec il faut laver le linge quoi. Il faut que ce soit le gars qui se prenne tout seul, qui prenne le linge et qui le mette dans la machine, qui l'étende, sèche-linge, tout ça s'il y a besoin. Enfin voilà quoi. Je suis plutôt dans cette optique-là sur l'équilibre de la charge mentale et le fait est qu'on soit dans un métier extrêmement masculin. En fait, moi j'ai l'impression que ça participe un peu au déséquilibre des tâches et sur le fait que grosso modo, bah, c'est comme d'habitude, c'est toujours les meufs qui se tapent la charge mentale de la maison, quoi. Et moi, ça me dérange. Moi, Il fait comme il veut dans son foyer, mais je trouve ça très dommage et très, très décevant. Moi, je rebondirais volontiers là-dessus. On n'échappe pas, dans l'informatique, on n'échappe pas effectivement au biais qu'il va y avoir dans la plupart des métiers et dans lesquels les hommes effectivement peuvent être quantifiés, enfin en tout cas assignés à des métiers, à des parcours de carrière qui n'ont rien à voir avec ceux des femmes. Moi, ce que je note, je dirais, j'aurais plutôt envie d'insister sur le fait que
au-delà de tout ça, on découvre aujourd'hui, et en fait il n'y a pas tellement besoin de chercher loin, mais on se rend compte, ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur les carrières du peu de femmes qu'il y a dans nos entreprises. Et donc clairement où on voit que la tech a rien à proposer de mieux, malgré effectivement plein d'initiatives probablement très nobles et très intéressantes, mais on se rend compte que chez nous les femmes restent pas. On a probablement un lien qui se fait avec ce qu'on a dit tout à l'heure autour de la passion, autour de la formation permanente, etc. Les mères de famille, de fait, ont de l'interruption dans leurs activités. Et de fait, cette interruption les pénalise parce qu'on est dans des métiers où l'évolution doit être constante. On n'est pas sur des métiers qui restent à dimension et à périmètre fixe pendant de longues périodes. Et donc on le voit que dans nos métiers, clairement, il n'y a pas plus de place faite aux femmes. Il n'y a pas spécialement d'efforts. Je n'ai pas spécialement de m'évoquer sur des... À titre d'exemple, en termes d'égalité, moi, si tu veux, j'en ai un exemple criant. Je suis dans une équipe, il y a un gars qui est un de mes meilleurs amis, une personne que j'adore, avec qui je m'entends extrêmement bien. On a fait nos études ensemble, on a tous les deux pas le diplôme, il est payé 100 € net par mois de plus que moi. On fait le même boulot, on est dans la même équipe. Je suis arrivé avant lui, dans la boîte. J'invite sur un point là-dessus assez intéressant, mais un jugement de la Cour de cassation qui a été rendu de mémoire en juin. On doit pouvoir te retrouver le lien, je vais pas l'avoir là immédiatement, mais te retrouver le lien plus tard, et qui a donné raison en fait à une femme qui avait demandé de se faire procurer, en tout cas à demander à l'entreprise de fournir 5 fiches de paye de collègues masculins de même niveau, anonymisé, avec juste les infos de salaire de personnes d'ancienneté, niveau de carrière, simplement pour pouvoir s'assurer que les dires de l'entreprise sont réels et que quand une entreprise annonce fièrement « oui, nous avons pas de problème de différence de salaire », dans ce cas-là, la seule solution, c'est d'annoncer la couleur et c'est de poser les salaires sur la table pour que justement tout le monde puisse se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. On a aussi un sujet qui arrive avec la Commission européenne. Mais j'ai eu une très belle excuse parce que j'ai demandé pourquoi est-ce que j'étais moins payé et on m'a dit ah bah zut alors tu sais pas négocier ton salaire à l'embauche. Oh bah zut, oh zut. Bah clairement hein, cette individualisation elle joue aussi vachement là-dedans. Voilà. Hein. Le tabou, on dit tu vois les Français ils sont très tabous autour du salaire, ça n'a rien à voir avec les Français, hein. C'est une problématique qui est dans l'entreprise. L'entreprise, à partir du moment où elle n'est pas correcte dans le traitement de ses salariés, elle a aucun intérêt à ce que ça soit public et connu. Donc il y a un vrai sujet là-dessus aussi de pouvoir poser les choses à plat, quoi. Et encore une fois, il y a une dimension aussi qui qu'on entend souvent et je dirais que moi j'observe et je vais pas en dire plus parce que je salue la direction si un jour elle regarde cette vidéo, mais effectivement les discours qui peuvent être faits et le traitement qui est réservé aux femmes concrètement il va y avoir un écart et que là-dedans le syndicat il a un vrai rôle que de pouvoir mettre le coup de projecteur en disant mais ok on est une boîte de la tech, on est vachement en avance, on fait la place aux femmes, on crée des événements dédiés à la place des femmes dans l'entreprise. Pourquoi on l'a foutu dehors, elle? À quel moment on a fait un effort pour dire on fait de la discrimination positive, on a envie d'une représentation féminine plus importante, donc on va fournir vraiment un effort pour permettre aux femmes de rester, de grandir, d'évoluer dans la boîte. Donc il y a ça aussi, où le syndicalisme, et je suis solidaire, je pense que là-dessus, c'est des sujets sur lesquels on va être vite chaud bouillant, qui est de se dire on va mettre le doigt en fait sur des comportements, sur des traitements qui ont été faits à des collègues femmes, pour justement pouvoir s'assurer que ce discours il est cohérent avec ce qui se passe dans la boîte, quoi. Eh ben merci. Il nous reste quelques points à traiter sur l'absence de syndiqués dans les salariés de l'IT. Je suis pas sûr qu'on ait fait le tour, mais bon, on a quelques pistes. Je pense que c'est toi, Camille, qui voulait parler, qui voulait nous faire une histoire courte sur l'industrie. Je crois que j'en ai déjà effectivement, j'ai fait pas mal de parallèles avec l'industrie et tout simplement les syndicats et les luttes naissent de ça, hein. Le 1er mai qu'on appelle encore trop souvent à tort la fête du travail, c'est pas la fête du travail, hein, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. C'est un événement commémoratif où simplement des humains qui étaient en fait en lutte
pour pouvoir changer leurs conditions de travail sont juste fait tuer en fait par le pouvoir en place. Donc on commémore en fait des gens qui sont morts simplement pour pouvoir demander des meilleures conditions de travail, quoi. On commémore d'autres choses autour de ça, mais voilà, l'histoire syndicale en fait elle s'inscrit clairement là-dedans. Elle s'inscrit dans plusieurs siècles. J'ai pas l'historique pour avoir déjà parcouru plusieurs fois la page Wikipédia de l'histoire du syndicalisme en France. Je vous invite forcément à aller jeter un œil parce que vous allez trouver largement de quoi rassasier votre curiosité, et on a 150-200 ans en fait d'histoire qui mène aux syndicats tels qu'on les pratique aujourd'hui en France, et principalement c'est lié à l'industrie, quoi. Donc on va retrouver plein de choses, on va retrouver vraiment de l'historique, des vieilles traditions, et donc forcément la tech, qui est quand même une branche, un métier relativement récent, arrive complètement à l'extérieur de ça, et il y a cette phase où effectivement c'est important de pouvoir se pencher, de regarder d'où vient le syndicalisme pour pouvoir un peu se l'approprier, et puis en faire un outil qui correspond au métier qu'on pratique, quoi, et qui correspond en fait aux pratiques et aux habitudes de nos entreprises qui sont qui ont un petit peu de différence et de particularité, notamment tout ce qui tourne autour de la de la dématérialisation des choses, quoi. Il y a un commentaire dans le chat qui va me faire une transition parfaite avec le point suivant. Donc c'est Joseph qui nous dit que le télétravail n'arrange pas non plus aux syndicats. Et du coup, je vais partager mon expérience personnelle. Donc nous, dans Oxalis, on est une entreprise nationale complètement décentralisée. Alors en plus d'avoir des tonnes de métiers, on est éparpillé partout dans la France. Et donc, en tant qu'élu du CSE et élu sur une liste syndicale, c'est pour ça que je disais que ça allait me faire une transition parfaite, puisqu'on va en parler juste après, je vais juste témoigner du fait que si on veut discuter avec nos collègues de syndicats pour essayer de les faire rejoindre simplement notre syndicat, de leur expliquer pourquoi c'est intéressant de rejoindre Solidaire Informatique, ou même mes collègues de la CGT, pourquoi c'est sympa de rejoindre la CGT, on peut pas contacter les gens parce que nous, on n'a pas la sortie de l'usine ou la machine à café. Nous, on n'a pas ce genre de choses. Et donc, nous, syndiqués, on a demandé un organe de discussion dématérialisé à l'employeur. Et on a quand même senti que c'était un peu embêtant pour l'employeur de nous fournir une mailing list sur laquelle tout le monde était inscrit, que les gens pouvaient se désinscrire, parce qu'on les force pas à avoir nos relations. Nous, on nous a proposé le contraire, une liste sur laquelle les gens s'inscrivent volontairement. Donc ça veut dire que nous, on peut pas aller les voir, c'est eux qui viennent nous voir. Donc on retombe sur le problème on est invisibilisé. Donc ça me fait la transition pour parler du CSE et des listes syndicales, puisque je crois que on a tous été élus CSE, ou on l'est tous à un moment donné. Non, tu l'es pas encore ? Bientôt pour Camille, bientôt. Bientôt pour Camille. En tout cas, tu te présentes sur la liste syndicale. Alors c'est pas encore le cas étant donné que notre protocole d'accord n'a pas été complètement signé, donc voilà, je suis pas encore, mais effectivement ça fait partie des sujets, et clairement moi ce que je trouve intéressant avec le CSE, c'est là où aussi on apporte quelque chose d'assez nouveau dans la tech, où les CSE et les anciens CE étaient relativement connus parce que touchaient finalement à toute la partie œuvre sociale, donc un certain budget qui est en fait alloué de l'entreprise et qui est confié à des élus du personnel pour pouvoir en fait redistribuer ça aux salariés sous forme de bons d'achat, d'événements, de choses comme ça. Donc ça, c'était une partie effectivement peut-être la partie la représentation sociale qui est la mieux connue dans nos métiers. Mais effectivement, le CSE, c'est pas que ça. Ça va être aussi, du coup, c'est le rassemblement. Historiquement, le CSE, c'est le début des CSE, c'est 2019 avec les ordonnances Macron de mémoire. Et donc on met fin à la représentation du personnel telle qu'elle était avant, à savoir des élus qui avaient en charge donc, le comité d'entreprise, les œuvres sociales, des élus qui avaient en charge les délégués du personnel, donc la défense des salariés sur leurs problématiques liées à leur travail, conditions de travail, rémunération, fonctionnement, etc., organisation, et un troisième collège d'élus qui était le CHSCT, donc conditions, hygiène, sécurité de travail, non, comité d'hygiène et
de sécurité au travail et qui avait lui pour prérogative et mandat de s'intéresser à la sécurité des salariés, l'hygiène et l'hygiène et les conditions de travail. Et donc tout ça a été fusionné dans une seule entité. Évidemment, en y passant, on a perdu de la représentation, c'est-à-dire qu'avant, après, dans les mêmes entreprises à périmètre équivalent, on se retrouve avec beaucoup moins de représentants de salariés à la fin. Et en plus de ça, tout le monde a la même casquette. Et pas forcément la casquette solidaire, mais tout le monde a la casquette de se dire tu peux faire du DP, tu peux faire du CE, tu peux faire du CHSCT, et donc ça participe effectivement à la brouille de ces différents mandats et de ces différents rôles. Donc voilà. Donc le syndicat apporte ça. Le syndicat va apporter une aide dans ces instances qui ont été modifiées à au moins 10 ans dans le temps. Et le syndicat va permettre de se former, va permettre de partager l'expérience d'autres camarades dans d'autres boîtes qui ont eu les mêmes problématiques, les mêmes fonctionnements, à traiter les mêmes genres de sujets, à s'intéresser éventuellement, quand on parle des œuvres sociales, de se dire la question de quel prestataire on va pouvoir utiliser pour faire ceci, cela, de se dire attendez, ça c'est des prestataires pas sérieux, ça c'est de l'arnaque, parce qu'on a aussi effectivement une myriade d'entreprises qui tournent autour des CSE pour pouvoir leur proposer leurs produits et leurs services, parce que effectivement il y a de l'argent à déposer et les gens sont pas forcément toujours bien formés et bien avertis sur ce quoi ils s'engagent. Donc voilà. Donc on a ce groupe. On a ce groupe de mandats maintenant réunis sous une seule bannière et une fois de plus là-dedans le syndicat devient un vrai support et un vrai atout pour ça quoi. Parce que plus la boîte est grosse, plus les montants sont gros. Et plus les risques le sont avec et les responsabilités quoi. Merci. J'ai une question de Vincent qui me semble très intéressante pour clôturer ce sujet sur l'absence des syndicats dans l'IT. Vincent nous demande, est-ce que l'arrivée sur le marché du travail des jeunes diplômés de la tech, dont leur nombre augmente de plus en plus, ne va pas justement changer un peu la donne dans quelques années? C'est quoi votre pronostic là-dessus? Par rapport à la syndicalisation ou Par rapport à la syndicalisation, le fait qu'ils vont prendre peut-être plus, ils vont faire plus attention à eux, je ne sais pas. Moi, je me méfie de la futurologie, mais clairement, il n'y a pas photo. Moi, je suis né en 79, j'ai 44 ans, je l'ai dit. Je suis un enfant des années 90. Les problématiques des jeunes de moins de 20 ans, voire même de moins de 15 ans, aujourd'hui, sont juste à des années-lumière en fait de ce que moi je pouvais avoir comme problématique à cet âge-là à mon époque. Les choses ont changé, le contexte sociétal a changé, j'ai aucune foutue idée de me dire qu'est-ce que ça va donner. La seule chose que je me dis et qui me rassure, c'est que on a potentiellement une jeunesse qui s'intéresse bien plus à nos problèmes de société, aux problèmes de leur avenir, de notre avenir, mais surtout du leur. Voilà, moi j'ai des enfants, c'est un taf important que de parler de ça, de parler de l'avenir. Je me souviens pas, gamin, avoir autant interrogé mes parents sur la société, la vie d'adulte, qu'est-ce que c'est, le risque, les changements climatiques, les bouleversements les bouleversements auxquels on est exposé en permanence, cette ultra communication, cette ultra rapide, voilà. Donc moi j'ai envie, parce que sinon effectivement je suis pas là, c'est la déprime et je suis fini. Moi j'ai envie de croire que tout ça va pouvoir générer du changement, de l'implication, mais avec vraiment l'honnêteté de dire que j'ai aucune certitude et que les cartes ont tellement changé que j'ai aucune idée de ce que ça va donner quoi. Mais en tout cas s'ils viennent on les accueille. Nous on est là pour que ça change, donc ils sont les bienvenus. Toi Lilou, t'as un avis là-dessus sur cette question? Alors moi j'ai un avis beaucoup plus pessimiste, mais c'est tellement pessimiste que je vais peut-être le garder pour moi. Moi je n'ai aucun avenir, je n'ai aucun espoir en l'avenir de l'humanité en fait, donc j'ai un vague espoir que peut-être les générations suivantes trouveront des solutions, mais et décideront de vraiment s'unir et voilà. Mais en vrai, moi je n'ai aucun espoir dans l'avenir de l'humanité. Je pense qu'on est, vu le moment, le trajet qu'on prend, honnêtement, on va tous droit dans le mur. Hein.
Mais il paraît que je suis trop pessimiste là-dessus. Ce serait bien en effet de voir le beau côté des choses. Je t'avoue que je suis pas forcément optimiste. Y a Manon qui rajoute une pièce dans la machine, mais je trouve sa question intéressante. Y a-t-il un risque que dans l'IT, le syndicalisme soit un syndicalisme de bourgeois ? Ça rejoint peut-être un peu ce que je disais tout à l'heure, où l'absence de politisation et l'absence de syndicalisme, ça défend le statu quo, et donc ça défend le fait que ce soit l'employeur les employeurs qui aient le pouvoir. Je sais pas ce que vous en pensez avant qu'on passe à la suite. Moi, j'ai envie de troller en disant qu'il n'y a pas de risque, en fait. C'est ce qui se passe. Le peu de syndicalisme qu'il y a aujourd'hui dans l'IT, il est principalement bourgeois, en fait. Et peut-être que, alors après, voilà, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais probablement, on n'est pas les seuls. Et il doit y avoir aussi quelques organisations autres que Solidaire Informatique, mais le changement de paradigme, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il est de ce côté-là, quoi. Mais en effet, on voit aujourd'hui les représentations syndicales des grosses ESN. Ça va, quoi. C'est pas la lutte qui les étouffe, quoi. Vu mon expérience avec les élus CFE-CGC, je ne peux qu'approuver. Justement, ça va nous faire une transition parfaite. Alors, je mets mes petites marques. Mais avant de faire la transition... Qu'est-ce qu'il est bon, Christophe. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est bon. Sinon, on y est dans 10 heures encore avec on sent le talent pour la transition. Il en a marre de nous entendre parler, ça y est. C'est que je vois l'heure tourner. On a déjà 1 heure de retard sur le planning. Bon. Ça va, on est large. Ça va, on est large. Mais avant qu'on parle justement de pourquoi rejoindre un syndicat, moi, je vais t'encourager, toi, chère auditrice et auditeur qui assiste à ce live, de le partager. Si t'es en replay, tu peux aussi le partager. Si t'es intéressé, tu peux dire « Hey, vas-y, regarde ce truc, c'est super bien, il parle de syndicat dans l'IT. » Et en fait, en plus, le truc, ce qui est bien, c'est que j'ai informé mes co-animateurs et animatrices que ce live, il était en Creative Commons, en licence libre. Donc, tu peux en plus l'utiliser pour faire des trucs dans ton coin. Bien sûr, il faudra que tu cites tes sources. C'est important puisque la licence qui est appliquée, c'est la licence. Je ne bois pas. Hein. C'est la licence. Excusez-moi. Ça va bien se passer. C'est la licence libre CC by SA. Il faut citer la source. Et en plus, tu peux nous dire « Hey, j'ai réutilisé le live, c'est vachement bien, merci. » Ça nous fera vachement plaisir. Et donc, on va entamer, j'en pleure, on va entamer la section de pourquoi rejoindre un syndicat et peut-être aussi comment choisir son syndicat si on a envie. Tu l'auras compris, le DevOps c'est un mouvement et quoi de mieux qu'une communauté pour parler d'un mouvement ? Et ben la communauté des compagnons du DevOps, c'est un endroit où tu peux discuter. Tu peux t'inscrire, tu pourras venir discuter avec nous sur le forum parce qu'on y est tous les 3. Il y en a plein d'autres, il y a tous les autres podcasteurs aussi. Et puis il y a plein de personnes puisqu'on est déjà plus de 1500 dessus. Tous les jours il y a des nouveaux messages, il y a des discussions qui se lancent. Donc pour t'inscrire c'est hyper simple, tu vas sur le site, tu mets ton email, en plus tu seras inscrit à la mailing list et tu recevras les news tous les mois des contenus concrets avec un résumé que je fais tous les mois. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.